Sur BFM Business. Grand Paris avec Caroline Brun. L'actualité de la semaine revue et corrigée par les jeunes pousses des partis politiques. Je reçois Paul Midi, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes le délégué national des jeunes populaires, donc côté UMP. Julien Rochdy, bonjour. Vous êtes le président du Front national de la jeunesse. Thierry Marchalbec, bonjour. Vous êtes le président du MJS, le mouvement des jeunes socialistes. Et Vendry Jumeau, bonjour. Vous êtes secrétaire fédéral des jeunes écologistes. Alors évidemment, l'actu la plus chaude, c'est le président Hollande en Algérie. Je voulais, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dans ce que le président a dit, comme ça, globalement, savoir, au fond, si vous comprenez le poids mémoriel, je dirais, dans les relations franco-algériennes. Paul Midi. Oui, je pense qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on dit et bien sûr, quand le président de la République parle dans un pays étranger, il parle au nom de la France. Donc il faut faire très attention, voilà, au poids de l'histoire. On le comprend très bien. Moi, si je devais dire quelque chose de positif, il y en aura une sur ce déplacement, ça va être un peu du miel pour vos oreilles. C'est que je reconnais qu'il y a eu un bon équilibre entre reconnaître la vérité de ce qui s'est passé dans un sens comme dans l'autre, sans non plus faire de la repentance acharnée. Il a trouvé le juste ton. Le juste milieu. Par contre, le vrai sujet, qui est juste totalement oublié de son déplacement, c'est l'avenir. C'est qu'est-ce qu'on fait concrètement avec l'Algérie. C'est quelle coopération on met en place. Alors je vois qu'il a un peu repris l'idée de l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, mais voilà, il n'y a rien de concret derrière. Moi je rappelle qu'au même moment, dans le mandat de Nicolas Sarkozy, on a créé l'Union pour la Méditerranée. Ça, c'était quelque chose de concret pour faire avancer la collaboration commerciale, culturelle, et puis parler aussi des... Et qu'est-elle devenue cette union? Peut-être en parler, peut-être une question sur laquelle on pourra revenir. Effectivement, ça marque peut-être un petit changement parce et je crois qu'effectivement, il n'est pas question pour le nouveau président d'annoncer en grande pompe et en grande faste. On se souvient du coup du lancement de l'Union pour la Méditerranée au Grand Palais, je ne reviendrai pas dessus, une structure qui est quasiment aujourd'hui vide de sens, qui n'a rien fait. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il y a une dimension historique, politique très importante. Et nous, on se réjouit, les écologistes, d'avoir des relations apaisées entre la France et l'Algérie. D'un point de vue économique, on ne peut pas dire que rien ne soit fait pour l'avenir. Il y a même le président qui part avec 200 patrons. Et ce n'est pas forcément notre vision à nous du président de la République qui joue le VRP. En tout cas, ce qui est important au niveau du volet économique, au niveau des écologistes, c'est que la coopération économique qui puisse se faire entre la France et l'Algérie soit transparente, ce soit des accords commerciaux et financiers équitables, et surtout qu'on arrête des pratiques qui étaient tout sauf transparentes dans la relation économique entre nos pays. Pratique douteuse. Julien Rochdy, est-ce qu'il a trouvé le juste équilibre dans l'emploi des mots? Non, absolument pas. Je suis outré. Il continue d'entretenir des relations malsaines qu'il y a entre la France et l'Algérie depuis déjà des années. Alors, François Hollande a dit qu'il n'allait pas faire repentance, mais il a parlé de discours de vérité. Mais le problème, c'est quelle vérité? A-t-il parlé... Il a souffrance. Le mot a été choisi, il a parlé d'un discours de vérité. Le souci, c'est quelle vérité? A-t-il parlé de la corruption qui gangrène ce pays depuis déjà des années? A-t-il parlé du déni de démocratie qui existe? A-t-il parlé du chômage de masse? A-t-il parlé de l'élite oligarchie qui gouverne ce pays et qui se gave sur le dos du peuple? A-t-il parlé de tout cela? A-t-il parlé des 600 millions d'euros que l'Algérie doit à la sécurité française, la sécurité sociale française? A-t-il parlé au niveau de l'histoire des massacres des harkis ignobles? A-t-il parlé des massacres aussi ignominieux des Français d'Algérie à cette époque? Bref, il parle toujours d'une vérité qui salit la France. Alors je vais vous dire, moi si j'avais à me repentir de quelque chose, ce serait d'avoir un président pareil qui en toute occasion, vous n'avez pas voté pour lui, qui en toute occasion ne défend pas l'honneur de la France. Thierry Marchalbec. Oui, les propos qui viennent d'être professés ne nécessitent pas beaucoup de commentaires. Ils sont caricaturaux et dans la droite lignée de, par exemple, la tradition d'ignorer la réalité des massacres d'octobre 1961. Je pense que si comme la plupart des historiens d'ailleurs. Oui, bien sûr, tout à fait, mais je pense qu'il faut que vous sortiez des quelques historiens qu'on vous amène dans vos universités et qui sont décriés par l'ensemble de la communauté scientifique. Je pense que ce qui aujourd'hui est important... Vous n'avez pas suivi le débat sur la question. Ce qui est important, c'est qu'il fallait, pour qu'il puisse y avoir
une volonté d'aller plus loin dans le rapprochement entre nos deux nations qui ont beaucoup de choses en commun, qui ont un des partenariats économiques. On a 7 millions de nos concitoyens qui sont d'origine algérienne. Et donc, si on veut qu'il y ait ce rapprochement économique, que ça soit au niveau économique avec des entreprises qui peuvent être des deux rives de la Méditerranée, tout le développement économique pendant plus de 2000 ans, il s'est fait aussi sur les deux rives de la Méditerranée. Et là, c'était comme s'il y avait un mur. Ces 5 dernières années, on n'arrivait plus à se parler parce qu'on n'arrivait pas à regarder notre histoire en face. Aujourd'hui, quand on voit qu'il peut y avoir des développements où il y a de la recherche, du développement, une partie de la fabrication de voitures qui vont pouvoir se faire sur une partie de notre continent, l'autre partie sur l'autre continent. Avance là-dessus, parce que moi je remarque quand même que depuis qu'il est élu, on entend des discours à l'appel. Il avait dit qu'il parlerait pas beaucoup, mais il parle quand même pas mal. Mais je vois pas ce qui se passe de concret. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement à l'issue de cette visite? Qu'est-ce qu'il y a? Où sont les emplois qui sont créés? Où sont les accords? Attendez, vous parlez des emplois qui sont créés en Algérie grâce à nos entreprises qui délocalisent comme Renault. C'est de ça dont vous parlez? Pas d'emploi. Moi, je suis très inquiet que justement le président de la République française accompagne des entreprises pour s'installer en Algérie. Les entreprises françaises. Je préfère les entreprises restent en France. Thierry Marchalbeck, juste un point. Quand nos entreprises vont en Algérie et les Algériens viennent en France. C'est parfait. Quand Nicolas Sarkozy faisait le VRP à l'étranger, une partie de la gauche moquait cette attitude d'un président un peu mercantile à l'étranger. Mais en même temps, c'est bien ça. Ça fait partie du job quand même. On le voit avec François Hollande. Je pense qu'il y a une différence entre avoir des intérêts, une volonté que parce qu'on va avec nos entreprises dans un pays, une volonté de contrôle, de colonialisme économique. Et ça a été les affres de la France-Afrique avec, comme le pouvait le dire tout à l'heure notre camarade jeune écologiste, qui était le fait qu'il n'y avait pas de transparence. L'important, c'est que les choses soient transparentes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous n'avez pas de problème quand nous avons Suez, l'eau à Alger, l'eau à Oran, et c'est géré par des entreprises françaises. Ce sont des marchés pour les entreprises françaises. C'est aussi un partage de compétences. Et vous pensez quoi? Vous pensez qu'aujourd'hui, le développement économique de 2000 ans, c'est ces 2500 années. Vous aimez bien parler de l'Empire romain, vous aimez bien parler de l'Empire grec, vous aimez bien parler de la tradition judéo-chrétienne, la tradition romano-grecque de l'Europe. Tout cela, c'est fait par l'échange économique sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et on voit bien qu'on a peut-être des fois plus de choses qui peuvent nous rapprocher avec nos homologues algériens qu'avec des personnes qui sont à l'est de l'Europe, tout simplement parce que les liens ils sont plus directs. Comment on peut permettre, et c'est la question des visas, c'est la question de l'échange, comment on peut permettre ces échanges économiques? Quand vous avez une entreprise qui est des deux côtés de la Méditerranée, mais qu'à chaque fois que son chef d'entreprise veut aller d'un endroit à l'autre, il a des semaines et des semaines de paperasse parce qu'on a une vision rétrograde sur la question de l'accès au visa, ça a été adressé par le président de la République et ça va à l'encontre, et heureusement, de ce qui a été fait ces 10 dernières années. Alors, puisqu'on est dans les visas, on va passer au passeport. Ça va nous amener à l'exil fiscal, puisque, comme nous l'a dit tout à l'heure la présentatrice du journal, Vladimir Poutine propose même de fournir un passeport à Gérard Depardieu. Alors, ce chapitre, Paul Midi, de l'exil fiscal, tous les jours, il y a un nouveau chef d'entreprise qui annonce ça. Il y a un côté spectaculaire et théâtral quand même. Et déplorable. Moi, je pense... moi, je suis triste que Gérard Depardieu quitte la France. Je voudrais surtout dire que je pense que le gouvernement et les socialistes en général font une erreur fondamentale. Pourquoi on fait de la politique? Pourquoi on est réunis sur ce plateau? La politique, c'est créer les conditions du vivre ensemble. Un gouvernement, il est là pour faire quoi? Pour faire que 65 millions de Français réussissent, qui sont tous différents, qui ne pensent pas la même chose, qui n'ont pas les mêmes envies, qui n'aiment pas les mêmes choses, réussissent à vivre ensemble dans le même pays. Donc, et quand Paul je Midi, vois... c'est la définition de la Respublica. Alors maintenant, on enchaîne. Mais revenons à la base. Quand je vois que des gens de talent, que ce soit des entrepreneurs ou des artistes, des gens qui représentent la France à l'étranger, partent tous les jours, je considère que c'est un échec du gouvernement socialiste, très clair. Vendry Jumeau. C'est assez déplorable, je trouve, ces comportements. Je rejoins Paul Midi un petit peu sur la définition de la politique, mais il a oublié une chose, ce sont les règles communes et les valeurs. Or, en France, c'est comme dans d'autres pays où il y a un système fiscal, il y a des règles de solidarité. Ce qui fait que les plus riches, ceux qui gagnent
des millions d'euros, parce que là on parle de gens comme Bernard Arnault ou Gérard Depardieu qui gagnent des millions et des millions. Il est normal que ces gens-là... Il a payé des impôts, il a donné la justement, un mot justement, je termine, un mot justement sur ces impôts. Aujourd'hui, il est très difficile de savoir exactement combien d'impôts il paye, et c'est lié à la fois à sa situation personnelle, parce que c'est pas qu'un acteur, c'est aussi un chef d'entreprise, bien sûr. Et c'est aussi le fruit d'un système fiscal qui clairement est à réformer. Un système fiscal qui est ni juste, parce qu'aujourd'hui, on a parlé durant la campagne présidentielle avec Thomas Piketty et d'autres économistes. Vous l'attendez toujours, la réforme fiscale? Oui, clairement. Et ça, c'est une revendication des écologistes. Et j'espère que la gauche, durant son mandat, sera capable d'avancer sur ce chantier, et pas uniquement au niveau de la fiscalité environnementale. C'est clairement repenser le système fiscal, éventuellement fusionner la CSG, l'impôt sur le revenu. Le président de la République, François Hollande, candidat, en avait parlé, voir éventuellement si on ne fait pas des prélèvements à la source, et surtout remettre ce système fiscal qui aujourd'hui marche complètement sur la tête, lui remettre des règles claires, compréhensibles et surtout justes. Aujourd'hui, ce sont les plus riches qui payent proportionnellement le moins d'impôts. Ce n'est pas normal, et aujourd'hui, ceux qui partent en exil fiscal, c'est un comportement selon moi déplorable. Et après, justement, on parle de vivre ensemble. Et bien, si ces gens-là ne respectent pas les règles du jeu, les règles communes votées par les députés, qu'ils s'en aillent. Alors, Thierry Marchalbecq, je voudrais entendre ce que nous disent les socialistes sur le sujet. Est-ce que d'abord la posture morale est bien applicable, je dirais, à un sujet qui est quand même économique? C'est-à-dire qu'il y a une liberté de circuler. Oui, mais vous savez, la République, c'est aussi un sentiment d'appartenance, et chacun a le droit d'être patriote, ou malheureusement on peut aussi ne pas l'être. Et cela me semble important, surtout pour la gauche, c'est juste payer des impôts. Ces périodes difficiles. Et il ne faut pas oublier, moi je veux bien, mais les larmes de crocodile pour les multimillionnaires, alors qu'on est à plus de 5 millions de personnes qui sont soit au chômage, soit en temps partiel. Mais moi, la différence, tu vois, à l'UMP avec le parti, je fais juste un mot, c'est que je ne considère pas que Gérard Depardieu, parce qu'il est riche, vaut moins qu'un autre Français. Chaque Français vaut la même chose. Thierry Marchalbecq, pour finir le raisonnement. Il n'y a pas de larmes de crocodile plus forte que quelqu'un. Alors, vous dites il ne paye pas assez, mais il paye beaucoup déjà. Non, je n'ai pas dit cela. Je tiens à dire, petit détail, aujourd'hui, monsieur Gérard Depardieu n'a pas encore payé les impôts dus à François Hollande. Il faut quand même le préciser. C'est la facture d'avant. Il paye la rectification ISF de François Hollande, quand même, ce qui dans son cas doit pas être... Et l'anticipation de... C'est ce qu'il a dit. Non, mais vous avez dû être au téléphone avec lui. Moi, s'il vous plaît, est-ce que... Allez-y, mais c'est vivant, vous entrecoupez, c'est bien, allez-y. Il y a une seule chose qui aujourd'hui importe, c'est que c'est possible cela, parce que nous sommes dans un marché commun, il y a une liberté de mobilité des citoyens qui peuvent se mouvoir, et il n'y a pas d'harmonisation fiscale. Moi, la première harmonisation, je suis d'accord, bien entendu, avec ce que dit Vendry. Nous l'avons porté ensemble quand nous avons soutenu au deuxième tour de l'élection tour de l'élection présidentielle François Hollande. Comment on fait pour faire qu'il y ait une imposition sur la fortune qui s'harmonise au niveau européen? Comment on fait pour qu'il y ait une imposition sur les entreprises, l'impôt sur les sociétés qui s'harmonise au niveau européen? Vous savez, on n'est pas à des taux d'impôt aujourd'hui qui sont confiscatoires. Ce sont des taux qui sont ridicules par rapport aux taux que pouvait avoir la Ve République quand c'était le général de Gaulle, sauf si vous me dites que le général de Gaulle était communiste, mais je ne pense pas que ce soit la réalité. Juste le bien, sa maison à monsieur Depardieu, c'est 2500 ans de SMIC, et sa fortune, il ne l'a pas fait tout seul. Il l'a fait grâce à l'industrie du cinéma français, payée par notamment les places de cinéma, payée par la redevance télévisée. Que tous les Français, notamment les ouvriers, notamment les salariés, notamment ces 20%, des salariés qui sont en dessous du SMIC contribuent. Donc sa fortune, il ne l'a pas fait tout seul. Et même les entrepreneurs, ils le font parce qu'on a des routes, parce qu'on a des ponts, parce qu'on a des services publics et qu'on a un système de sécurité sociale. Ils ne font pas leur richesse tout seuls. Et c'est parce qu'ils ne font pas leur richesse tout seuls que quand ils sont plus riches, ils doivent payer plus. C'est cela l'héritage de la Révolution française. Julien Rochdy, qu'on n'a pas entendu sur le sujet. Je n'ajouterai pas mes pleurs et mes cris d'orfraie à la meute contre Gérard Depardieu. Je remarquerai plusieurs choses. La première, c'est qu'il est étonnant que l'on se jette tous, en tout cas tout le petit monde gauchiste, sur Gérard Depardieu et qu'on ne l'ait jamais entendu sur Yannick Noah, qui est pourtant un exilé fiscal et peut-être même pire, un fraudeur fiscal. Mais la différence, c'est que Yannick Noah est de gauche et que dans ce monde, en France, lorsqu'on est de gauche, eh bien, on a comme un bouclier fiscal en l'occurrence, et on est protégé car on est une belle âme, on est généreux, on est gentil. Donc déjà, je n'aime pas trop ce deux poids, deux mesures. Et puis la deuxième chose à constater, c'est que je ne comprends pas finalement
Pourquoi est-ce que les socialistes français pleurent et grognent et râlent? Parce que l'acte unique européen qui garantit la libre circulation des biens et des personnes en Europe, le traité de Maastricht, le traité constitutionnel, le traité de Lisbonne, dernièrement le traité du mouvement de stabilité européen, tout cela a été fait par des socialistes. Et l'on voit toujours des socialistes qui veulent toujours aller plus loin dans l'Europe fédérale. Alors vous avez un Gérard Depardieu qui répond à Jean-Marc Ayrault: je ne suis plus français, je suis européen. Eh bien, messieurs les socialistes, au lieu de pleurer, vous devriez être contents, car Gérard Depardieu, en disant cela, est votre enfant. C'est votre petit chéri. Il a suivi vos ordres depuis 30 ans. Il n'est plus français, il est européen. Vous êtes europhobe, on l'a bien compris. Moi, j'étais en Flandre il y a 2 semaines et j'adore mes camarades européens. Oui, vous adorez vos camarades. Oui, je suis alter-européen, je ne suis pas europhobe. Je ne supporte pas l'Union européenne, mais je suis très très européen. J'ai même écrit un bouquin dessus, monsieur, donc ne me parlez pas de ça. Alors, on va passer à autre chose, un peu l'avis des partis. Alors, armistice à l'UMP. Paul Midi, vous avez été à la commission de recours. C'est une trêve ou un armistice? Écoutez, j'espère déjà que c'est une trêve très claire. On a trouvé un accord politique. Je crois que c'est très bien que tout ça s'arrête. Franchement, moi, ce que je retiens, au-delà des problèmes organisationnels de l'UMP, qui en fait n'intéressent pas grand monde, c'est qu'on va enfin, dans les médias, pouvoir parler des vrais sujets, parce qu'on a quand même laissé passer beaucoup de choses à la gauche récemment. Entre autres exemples, le président de la République qui se permet maintenant d'envoyer des lettres aux tribunaux. Donc ça, j'ai quand même trouvé ça magique. Imaginez que Nicolas Sarkozy ait fait quelque chose de la sorte. On aurait entendu des cris d'orfraie. La seule différence, c'est qu'effectivement, Sarkozy voyait directement les juges, notamment le juge Courroy, mais directement dans son bureau le soir. J'imagine que tu étais présent avec eux dans le bureau. Paul Midi, vous pouvez pas reprocher aux médias de vous être intéressé à l'UMP, parce que sincèrement, non, je ne reproche pas aux médias. Je me félicite en tant que jeune, et on peut tous se dire, et je pense que les socialistes ont vécu ça, notamment à l'occasion du congrès de Reims, que ces événements, ça fait du mal à la politique. Quand on est jeune, je pense qu'on n'a juste pas envie de vivre ça. Et vous vous êtes pas dit, je vais rendre ma carte? Non, parce que moi, et là je rejoins l'ami du Parti Socialiste en face sur le fait que c'est comme les gens qui sont pas contents en France parce qu'ils payent trop d'impôts. Moi, je préfère rester. Vous n'êtes pas content à l'UMP et faire en sorte que les gens payent le niveau d'impôt qu'ils considèrent normal et pas quitter mon pays. Donc, moi, je suis pas du genre à claquer la porte pour le plaisir. Donc pareil, à l'UMP, on a toujours les mêmes valeurs. J'aime beaucoup les gens qui sont à l'UMP et on a eu des soucis. En tout cas, nous avons reçu beaucoup de Belges de l'UMP, en tout cas au Front National. Belges de l'UMP. Thierry Marchalbecq, alors on parlait un tout petit peu, puisqu'on est dans les partis, est-ce qu'il y a 2 partis socialistes? Est-ce qu'il y a 2 courants, deux socialismes au sein même de la gauche? Vous avez vu un certain nombre de manifestations de certains élus qui appellent à une clarification de la ligne. Je pense qu'il y a toujours chez les socialistes une volonté d'aller plus loin, vous savez, pour une raison toute simple. Il y a plus de 4 millions de personnes qui sont au chômage dans notre pays. Il y a 1 million de personnes qui sont en temps partiel subi. Il y a 20% des salariés qui sont en dessous du SMIC. Et face à cela, il y a une urgence parce qu'on a perdu 750 000 emplois dans l'industrie. Et donc, il n'y a qu'une seule orientation, c'est le redressement dans la justice. Après, il y a des interrogations sur comment c'est la meilleure façon pour le faire. Très clairement, si on doit, et le gouvernement l'a dit, le Premier ministre l'a dit, le Président de la République l'a dit, là on a obtenu un accord avec Monsieur Mittal pour sauver des emplois. Si demain Monsieur Mittal ment une fois de plus, si Monsieur Mittal ment une fois de plus, il y aura bien la nationalisation temporaire proposée par Monsieur Montebourg qui sera reprise par le Premier ministre. Donc il y a bien une unité d'action, même si des fois il y a dans les techniques pour aller à l'objectif, lutter contre le chômage, réindustrialiser la France, augmenter le pouvoir d'achat, c'est ça le triptyque des socialistes. Il peut y avoir des techniques différentes pour atteindre cet objectif. Alors Vandril Jumeau va vous répondre, mais en attendant on va marquer une pause et on le reprend juste après. Retour sur le plateau de Grand Paris pour refaire l'actu avec les jeunes des partis politiques. Alors juste avant notre pause, on était sur les 2 PS, les 2 courants du PS. Est-ce que le PS est schizophrène dans son action politique? Vandril Jumeau, je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral des jeunes écologistes. Vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir.
tout d'abord un petit mot sur l'UMP. Ça ne m'intéresse pas beaucoup de commenter. Là, on est sur le PS. L'état, voilà, de ce qui se passe. En tout cas, je voulais juste dire une chose, c'est quand même c'est les deux hommes qui se battent, Jean-François Copé et François Fillon, c'est quand même les deux hommes qui ont participé à la politique depuis 10 ans de la droite, de 2002 à 2012, qui ont mis la France déjà en crise dans le mur. Ce sont ces mêmes personnes qui se préparent pour 2017. C'est pas très rassurant pour nous. Alors, parlons de PS. Quel PS soutenez-vous? Concernant le PS, la situation est assez claire, je crois, pour les écologistes qui, à défaut d'être très nombreux à l'Assemblée, portent un message assez cohérent. Et que clairement, toute la politique du gouvernement ne correspond pas et à nos valeurs et à ce que nous avions décidé, convenu avec eux, notamment dans le cas du fameux accord entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Clairement, quand on voit un gouvernement qui d'un côté poursuit la construction de Notre-Dame-des-Landes sans avoir compris que ce projet était peut-être pertinent dans le passé, mais qu'aujourd'hui il n'est plus, quand un gouvernement fait un cadeau de 20 milliards d'euros aux entreprises au nom d'une sacro-sainte compétitivité sans agir sur d'autres domaines beaucoup plus importants et dans le même temps rogne ou va relancer la RGPP sous une autre forme, on l'a vu aujourd'hui avec la modernisation de l'action publique, c'est juste un autre mot. Il y a un certain nombre de domaines ou encore récemment sur le projet de séparation des activités de banques, d'investissement et banques de dépôt, où on a un projet de loi, une promesse qui était faite par de nombreux candidats à gauche, François Hollande, Eva Joly, Jean-Luc Mélenchon, et un projet de loi qui n'est pas à la hauteur. Donc clairement, il y a des choses clairement qui ne vont pas et sur lesquelles les écologistes vont se battre. Il y a d'autres choses qui vont bien. Mais est-ce qu'il faut que les ministres écolos restent au gouvernement? Tant qu'ils apportent des choses, oui, ça c'est à eux de décider, mais c'est pas moi qui décide. La politique du logement aujourd'hui, elle convient à toute la gauche. Je crois que même le PS peut le dire. Par contre, effectivement, la politique de Manuel Valls qui change de discours mais garde exactement le même nombre de naturalisation, donc fait juste du sarco-soft, ça ne nous convient pas. Les écologistes le disent, sont dans une logique de dialogue et clairement, on se sent proche, on le sait derrière les caméras, on sait très bien qu'il y a toute une partie du PS qui pense comme nous, une partie du PS qui n'est pas d'accord avec cette politique social-démocrate ou social-libérale. Clairement, on a encore 4 ans et demi devant nous, c'est clairement en jeu le succès de la gauche au pouvoir et les écologistes souhaitent participer à ce débat. Julien Rochdy. C'est le bal des cocus, décidément, à gauche. François Hollande a exprimé il y a 3 jours sur un dossier qui est assez révélateur de la question, le dossier Florange, il a exprimé des regrets. Des regrets sur la façon dont a été traité le dossier au niveau médiatique, sur la forme et non pas sur le fond. Puisque je dois faire vite, je ne parlerai pas du dossier Florange, alors c'est dommage, mais effectivement il y a deux gauches. Il y aurait beaucoup à dire, c'est effectivement dommage. Il y a deux gauches aujourd'hui, celle de Montebourg et celle d'Ayrault et de Hollande. Et puisque je dois faire vite, je dirais, pour simplifier et pour résumer les choses, que la politique du gouvernement a reçu son sacre, sa bénédiction aujourd'hui même dans Le Point, puisque Bernard-Henri Lévy, le grand pape, a déclaré qu'effectivement la nationalisation était une gageure, qu'il ne fallait pas aller dans cette voie-là et que la politique de Hollande et de Ayrault était la bonne. Donc quand on est... Vous êtes sur la ligne Montebourg, c'est ça ? Non, attendez, lorsqu'on reçoit le sacre libéral d'un milliardaire cosmopolite comme Bernard-Henri Lévy, je crois que ça montre bien l'état de la gauche actuelle. Alors vive le socialisme français. Peut-être au-delà de ça et des belles formules. Je pense que le problème ça vous fait plaisir d'être béni par Bernard-Henri Lévy ? Ça prouve bien la politique que vous menez. On finit. Parler de fond, parce que moi je vois qu'il y a effectivement au moins 2 partis socialistes. Mais si au moins il y avait une ligne gouvernementale et qu'il se passait des choses, bon, au moins on aurait quelque chose à dire. Le dossier de Florange est assez éclatant à ce niveau-là, et je m'en attriste, c'est que ni la ligne Montebourg n'a donné quelque chose, ni la ligne Hollande n'a donné quelque chose. Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qu'il faut faire face à un dossier comme Florange ? J'espère que vous rigolez quand même. Eh ben, non, je rigole pas, j'attends de voir ce qui se passe. Si quelqu'un peut m'expliquer l'accord qui a été passé... Florange est ouvert, Florange est ouvert, Gandrange est fermé. Aujourd'hui, il y a un accord pour faire que ça répond pas à la question. Non, mais s'il vous plaît, le vrai sujet, c'est quoi ? Parce qu'on peut parler de Florange. Monsieur, oui, Florange est ouvert. Il y a un accord avec Mittal pour maintenir 640 emplois. Et si l'accord n'est pas respecté, le président de la République, le Premier ministre et le ministre du redressement politique ne fera rien.
nous ferons une nationalisation Très bien, temporaire. comme il avait dit Florange qu'il le est ferait, ouvert, la nationalisation. Gandrange est fermé. Ensuite, il a dit qu'il Gandrange ferait devait un être accord. sauvée, elle Moi, a je été comprends fermée pas. elle était fermée Moi, je reviens quand vous ni étiez sur au pouvoir, Gandrange, et ni pour sur l'instant, Florange. On n'entend Florange plus est personne. ouvert et il y a un accord pour pérenniser l'emploi. Et si c'est menacé par Mittal, nous nationaliserons avec une nationalisation temporaire. C'est cela l'orientation du gouvernement. Apparemment, les amis écologistes ont du mal à le comprendre et à être solidaires. Effectivement, Personne ne le comprend, monsieur. Personne ne le comprend. Attendez, personne ne vous comprend, vous, là. Ça, c'est la Moi, je voudrais cacophonie. quand même dire une chose. Paul, on va passer au sujet de société. Donc, alors, la chose très En rapide. deux mots, Voilà. en 2 mots, parce que le vrai sujet de Florange, c'est quoi? C'est un problème de compétitivité, d'accord? Donc de compétitivité de la France. Si on veut continuer à être dans l'industrie, il faut réussir. Compétitif, il est Et rentable. il faut réussir est à rentable, baisser le monsieur. coût du travail, pas baisser les salaires, baisser les c'est charges qui pèsent sur le travail. Donc ça, c'est un point. Le site est On va rentable. pas Et deuxième refaire. point, pas compétitif. Mais écoute, Est-ce si que vous- l'industriel a envie de le fermer, c'est qu'il y a peut-être un problème. Bon, mais Non, moi, je ne parle pas non. que Florange. Et Thierry deuxième Marchalbeck. point, Il c'est veut la compétitivité. Mais monsieur, je sais que vous avez hors peut-être Thierry des difficultés Marchalbeck. avec l'économie et l'industrie. Vous avez détruit 750 000 emplois en disant Écoute, le je te laisse tes site propos, et le site est bénéfique. La situation, quelle est-elle? C'est que Monsieur Mittal, au niveau européen, veut diminuer la production d'acier afin que le prix de l'acier augmente et qu'il agrandisse encore ses marges. D'où le fait que s'il ne respecte pas ses Donc on va engagements, nationaliser le secteur de la production d'acier. nous nationalisons. Eh bien, oui. Vous pensez Il Alors, n'aura pas envie de on fermer une va usine, pas si refaire, l'usine est très vous compétitive et pensez qu'elle est qu'on ne meilleure que consommera les plus autres, d'acier c'est en tout. France? On Vous va pensez pas qu'on refaire n'aura le débat plus besoin politique parce d'acier qu'il pour, nous reste beaucoup de l'industrie sujets. automobile? Mais moi, j'ai pas du tout envie de Thierry nationaliser Marchalbeck. ni l'industrie de l'acier, ni d'arrêter de produire. On a compris que vous n'étiez pas d'accord sur les nationalisations. On va passer à un sujet important de la semaine, le mariage gay, le débat autour de l'euthanasie et du rapport Sicard, les sujets de société un peu touchy, on va dire. Paul Midi, est-ce que manifestation contre manifestation, on voit qu'il y a vraiment deux France sur le sujet du mariage gay? Oui, je pense que là, il y a quand même deux sujets sur le mariage gay que je séparerais. Il y a le sujet de l'union entre deux personnes de même sexe et le sujet de la parentalité de deux personnes de même C'est la sexe. même chose en France. Écoute, moi, je considère qu'il y a deux sujets, en tout cas conceptuels. Le sujet de l'union entre deux personnes de même sexe, côté UMP, depuis un certain nombre d'années, on est favorable, on a enrichi le Pacs, et il y a ça, il n'y a pas de souci. Sur le sujet de la parentalité, c'est là qu'il y a un vrai débat. Et que Moi, pensent les jeunes? Alors voilà. Que pensent les jeunes? Ce qu'on a mis dans le programme de 2012, c'est qu'il fallait faire un vrai grand débat national sur ce sujet-là. Les jeunes n'avaient pas envie de mettre dans le projet de jeunes de l'UMP, c'est la position Non mais au-delà du d'aller vers débat, l'adoption. oui ou non? Eh bien, Il faut c'était choisir. plutôt non. Plutôt non. À titre personnel, plutôt non. et je fais partie des gens du UMP qui considèrent, moi je suis favorable à l'adoption des personnes de même sexe. Toutefois, si je dois parler pour l'ensemble des jeunes populaires, c'est plutôt non. D'accord. Mais surtout, ce qu'on attend, c'est un vrai débat. Parce que moi, je n'accepte pas qu'on caricature la position des gens qui sont contre et qu'on les renvoie à de l'homophobie, etc. Alors je pense que votre voisin va être d'accord là-dessus, Julien Rochdy. On caricature bien. ceux qui sont contre? Non mais là je me rends compte déjà que je suis le seul à être opposé finalement au mariage homosexuel et à l'adoption. Mais est-ce que la position du parti est très claire? Parce qu'on a vu que Marine Le Pen ne savait pas si elle allait manifester. Alors, finalement, il faut penser quoi? La position du parti est très claire, c'est simplement que Marine, elle a eu raison à considérer que ces sujets étaient des sujets dérivatifs pour parler d'autre chose. Parce qu'effectivement, vu que le gouvernement est incapable de s'occuper des questions économiques et sociales, il parle du mariage gay. Alors est-ce que je peux m'exprimer sur le sujet? Ben allez-y, Bon. on vous donne la parole. Moi, personnellement, ce n'est pas l'avis de Marine Le Pen, mais personnellement, je suis horrifié, absolument horrifié, même que l'on puisse avoir ce débat en France aujourd'hui. Voilà, je déplore d'être né à une époque où on se pose une question si absurde du mariage homosexuel et de l'adoption, appelé en plus sous un vocable mariage pour tous qui ne veut strictement rien dire. Ces manifestations que nous avons vues le 16 décembre pour le mariage gay et l'adoption ont révélé pas mal de choses. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ça a été un fiasco au niveau du nombre de gens qui étaient dans la rue. Et elles ont été révélatrices, ces manifestations. On a vu déjà dans les propos de Pierre Berger sur la procréation médicalement assistée et surtout pour le ventre des femmes qui ne serait qu'une usine. Et puis, on a vu ce genre de choses que je vais vous montrer. Voilà. Un enfant de 10 ans à peu près qui tient dans les mains un écriteau sur lequel est marqué « bite dans le cul ou pas, on veut l'égalité des droits ». Alors, je vous demande à tous ici, si vous voulez donner des enfants à ce genre de fous ou de folles, je ne sais pas comment il faut dire, si vous voulez donner des enfants à ce genre de personnes, mais pas moi. Vendry Jumeau, sur le mariage En tout gay, cas, et puis peut-être... Ce qui est déplorable, c'est la pédophilie qui est des cas derrière ça, monsieur. Alors Alors, Vendry moi, Jumeau, je suis peut-être... désolé. Enfin, si attendez, tu on va fais pas pas faire le débat Vendry- là-dessus parce qu'il nous reste 2 minutes. Donc Vendry Jumeau va répondre sur le fond, et puis peut-être sur l'histoire de la PMA, parce qu'on n'a pas tout compris sur la position du Parti Socialiste.
Les propos de Julien Rochdy sont assez minables, mais derrière il y a aussi des désaccords déjà sur la forme, ça c'est minable. Mais après il y a des désaccords. Vous êtes pour, monsieur, ça? Pourquoi? Julien Rochdy. Mais ça c'est. Vendry Jumeaux. Je voudrais que Vendry Jumeaux. Vous parlez des faux débats. Ça c'est un faux débat. Alors que un gamin de 10 ans qui dans vos manifestations tient des trucs pédophiles, c'est un faux débat. Un gamin qui porte une pancarte n'est pas un sujet politique. Le mariage pour les tous, enfants, ça c'est le sujet politique. On va se calmer. On va un peu se calmer. Calmement sur le sujet. Alors sur ce sujet c'est très simple. L'avantage, au moins heureusement la droite a l'air de le maîtriser un peu plus que Gandrange, et l'avantage à gauche, c'est que contrairement à ce que vient de montrer la droite, c'est qu'il y a une unité. Il y a un message global et tous les acteurs de la gauche sont d'accord pour donner l'égalité des droits aux homosexuels qui sont des gens comme les autres. Ils ont le droit de se marier comme tout le monde. Et s'ils n'ont pas envie de se marier parce qu'ils critiquent l'institution du mariage, ils ne le feront pas. Sur l'adoption, c'est très simple. Aujourd'hui, l'adoption, c'est aussi permettre à des milliers de familles homoparentales, des milliers de familles homosexuelles qui ont des enfants, de renforcer ces familles et de donner un véritable statut au deuxième conjoint. Donc clairement, nous sommes pour le mariage, pour l'adoption pour tous, et également pour la PMA. C'est un progrès de société. Il faut que le gouvernement ait dans ce sens-là, également pour le droit de vote et pour l'euthanasie. Thierry Marchalbeck, pour conclure, il nous reste 40 secondes. Est-ce que la PMA, ça a été un peu le sujet de trop? Non, c'est l'égalité, elle se fait de façon entière. C'était le projet du Parti socialiste. Le président de la République. Il n'incluait pas la C'était PMA, le projet. non, le projet du Parti socialiste, c'était clair. François Hollande, quand il a répondu à des questions, pas dans son engagement, mais quand il répondait à des questions, il disait pendant la campagne qu'il était favorable à la PMA. Nous ferons à la PMA parce que l'égalité, ça ne se négocie pas, ça se conquiert. Vous avez vu qu'il y a 27 députés socialistes qui ont demandé au contraire qu'on revienne là-dessus. Ils ont tort, et j'espère que sur tous les sujets, on fera respecter l'unité du groupe socialiste, parce que les jeunes socialistes sont pour l'égalité et non pas les propos infamants qui blessent notamment tous les enfants, comme si deux parents qui avaient des relations homosexuelles et qui pratiquaient la sodomie étaient forcément pédophiles. Bon, on va s'arrêter là. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que ceux qui donnent ce genre d'écriteau à des gamins, je ne veux pas leur en donner. Alors, vous avez dit que c'était pédophile. Merci à tous les quatre. Cet écriteau est pédophile. On s'arrête. Excusez-moi, un gamin de 10 ans s'arrête. qui tient ça, c'est pédophile. Oui. Julien Rochdy, on s'arrête. On marque une pause.